Être homme, c'est sentir en posant une pierre que l'on contribue à bâtir le monde. Peu importe le domaine que tu choisis, si tu ne développes pas ta capacité à communiquer, non seulement tu ne pourras pas gérer des projets d'envergure, mais en plus de ça, tu ne pourras pas être amené à gérer des équipes. Ça, c'est impossible. Effectivement. C'est le savoir qui permet à un pays de se positionner, de pouvoir se développer. Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites. Avec le projet Simandou, on peut affirmer que la Guinée est en chantier. Parce qu'il y a la construction des ports, la construction des ponts, des voies ferrées, des gares. Et il y a plein d'autres projets même qui sont aussi en cours, qui sont liés à ce projet-là, parce que c'est à travers l'argent de ce projet-là qu'on va financer ces projets-là. J'ai vu par exemple une photo aujourd'hui de l'aérogare de Cancan. Donc tout ça, c'est des projets d'envergure. Et la construction des infrastructures de ce niveau-là, tu es justement spécialiste de ça dans un pays aussi exigeant que la France. Quel est toi aujourd'hui ton constat sur ce genre de projet en Guinée? Quels sont tes doutes et surtout tes peurs quand tu vois justement que notre pays se lance dans la réalisation des projets d'envergure comme ça, et surtout sachant que on voit tout de suite que quand il y a des goudrons qui sont passés aujourd'hui, demain on vient voir que c'est dégradé. On est en train de dépenser aujourd'hui des milliards pour des projets de voies ferrées. On ne peut pas se louper, comme tu le dis, sinon c'est des accidents et c'est des vies humaines qui sont emportées. Si des gares ne sont pas bien construites, il faut peut-être 10 années plus tard investir encore des milliards pour ça. Et si on n'a pas de quantité de minerais infinis en stock, donc ça va s'épuiser dans le temps. Et quelles sont aujourd'hui tes peurs ou tes craintes par rapport à ces projets-là? Déjà, je pense qu'il faut saluer ces gigantesques projets. Donc c'est un méga projet guinéen qui est quand même à l'échelle mondiale quelque chose qui reflète une avancée énorme pour la Guinée. Le projet de Simandou 2040, à travers les ambitions qui sont affichées, on se rend compte que c'est un projet qui est bien structuré, voilà, un projet d'avenir, un projet qui va permettre à la Guinée de pouvoir quand même se positionner à l'échelle africaine mais aussi internationale, avec toutes les possibilités qui sont derrière, notamment en termes d'infrastructures, notamment sur les différents volets. Déjà, lorsqu'on prend simplement les objectifs du projet qui tournent autour de l'investissement, le tourisme, la culture, mais aussi d'autres grands axes qui abordent un peu toutes les composantes de l'État, mais également du pays, parce qu'il y a des volets qui abordent un peu l'éducation, la santé, les infrastructures, la technologie, l'agriculture, le commerce, etc. Voilà, je ne vais pas les énumérer tous, mais on se rend compte que c'est un projet ambitieux, mûrement réfléchi avant que ça puisse voir le jour. Et d'ailleurs, je pense bien que ça fait quand même plus de 30 ans que le projet était dans les tiroirs, donc ça veut dire qu'il fallait qu'au moment où le projet puisse voir le jour, l'on se rend compte de sa grandeur. Après, les grands défis d'un tel projet comme ça, c'est directement lié au fait que déjà c'est un méga projet. Qui parle de méga projet parle de défis. Ça c'est la base. C'est quasiment la même chose lorsqu'on parle du grand projet, du grand projet, notamment le Grand Paris Express en France. C'est pareil. Donc du coup, qui parle de grand projet parle de défis. Ça peut être des défis notamment d'accessibilité, donc des défis organisationnels, donc en termes de phasage, de planning. Ça peut être des défis techniques, technologiques aussi. Ça peut être des défis qui sont en lien avec l'humain, le social, mais aussi avec l'environnement. Et c'est très important que ces projets soient mûrement réfléchis, mûrement bâtis pour intégrer l'ensemble de ces défis-là, pour mieux les anticiper, mieux les maîtriser et éviter l'impact que ça peut avoir, notamment en termes de retard, en termes de coûts, en termes de dérive. Parce que très souvent, lorsque ça dérive, c'est inestimable les montants. Voilà. Donc du coup, honnêtement, je ne peux que saluer les premiers retours et l'analyse que j'ai pu faire des retombées du projet. Pour ce qui est par exemple les projets de construction des voies ferrées là, des ports et ainsi de suite, qui est ton domaine particulièrement, quels sont les défis que l'État guinéen doit relever à ce niveau-là? Quels sont les contrôles, par exemple, qu'ils doivent vraiment mettre en place et maîtriser pour s'assurer que le rendu est conforme à ce qui a été signé dans le contrat?
Vous savez, en termes de projet, il y a des étapes qu'il faut respecter. C'est hyper important, surtout lorsqu'on parle de projets de construction, de projets de génie civil, de projets d'infrastructure. En fait, lancer un projet, c'est pas une question juste d'investissement, allez-y, vous pouvez réaliser. C'est pareil pour les routes, pour les ports, pour les bâtiments, hein. C'est pareil pour les voies ferrées et autres. En fait, il y a des étapes. Donc, parmi ces étapes-là, il y a ce qu'on appelle les études préliminaires. Donc, les études préliminaires de diagnostic, de reconnaissance et tout ça, les missions géotechniques qu'il faut réaliser. Ces études-là vont permettre en amont, toujours dans le cadre de la phase préliminaire, avant notamment les travaux, donc de réaliser quelques étapes du projet, notamment les phases APS, l'avant-projet sommaire, l'avant-projet définitif, avant même de sortir le marché. Donc le DCE. Donc ça dit que le DCE à la base c'est quelque chose qui fonctionne, qui a été vérifié. Et une fois que ce DCE est sorti, vous pouvez lancer un appel d'offres. Voilà, lorsque c'est des marchés publics, donc c'est un peu des appels à candidature pour que les entreprises qui sont intéressées puissent postuler, répondre. Donc en répondant à ces DCE, notamment, ils vont donc proposer comment ils comptent faire les travaux, leur mémoire technique, leur offre financière et tout ça. Mais c'est des entreprises aussi, à travers donc cette consultation, où il y a des qualifications qui sont requises. Voilà, pour ne pas donner des méga projets comme ça ou des projets qui sont vraiment structurels à des entreprises qui n'ont pas les habilitations, qui n'ont pas les qualifications. Voilà. Et donc, du coup, une fois cette phase de DCE terminée, il y a la phase exécution qui va commencer. Mais la phase exécution ne se base pas sur le DCE. Ça veut dire que les études qui ont été menées en amont, il faut les reprendre en phase exécution. Donc, il y a des études d'exécution qui vont se faire, qui viennent confirmer, valider que ce qui a été fait en amont, ça fonctionne et ça marche. Voilà. Mais aussi, ça peut arriver que le DCE n'a pas été bien fait et les études d'exécution révèlent que la conception n'était pas aboutie. Et dans ce cas, il faut donc soit revenir en arrière pour respecter ces étapes préliminaires avant de repartir. Et souvent, ça permet quand même d'économiser et d'éviter des pertes de temps et des dérives en cascade. Alors, donc du coup, une fois que les études d'exécution sont réalisées et que c'est bon, c'est validé, et très souvent, ce sont les personnes qui font les études préliminaires qui valident l'étude d'exécution. Donc déjà, imaginez que vous avez dimensionné un bâtiment ou bien un pont. Voilà. Moi, je viens faire le contre-calcul. Donc, pour vérifier que ce que vous avez fait, ça fonctionne. Et je vous le renvoie mon contre-calcul pour que vous validez que c'est bon. Ça peut être aussi un bureau à part, donc un bureau externe. Vous pouvez avoir un bureau de contrôle qui vient aussi donner son avis sur l'étude que moi j'ai réalisée pour montrer qu'en fait la phase étude c'est une étape clé, c'est une étape importante qu'il ne faut pas louper, qu'il ne faut pas banaliser. Donc une fois que les études sont validées, là on passe à la phase exécution. Et cette phase exécution ne se fait pas aussi juste on se réveille et puis c'est bon, on vient et puis on commence à démolir. Non, ça nécessite de faire un planning général, de faire des procédures d'exécution, de faire donc des plans de contrôle avant de venir réaliser les travaux conformément aux études. Donc, pour résumer, il faut 2 étapes. Les études correctement réalisées en phase amont. Ensuite, les études d'exécution réalisées pour valider donc cette phase. Donc tout ça rentre dans le cadre des études et les travaux qui sont réalisés conformément aux études. Voilà. Et lorsqu'on parle de travaux conformément aux études, ça dit qu'on n'improvise pas. Voilà. Si on a dit que le voile doit faire 80 cm, on ne peut pas venir dire non, bon, mettons 60. Non. Ça a été calculé 80, il faut réaliser 80. Voilà. Donc ça c'est les 2 étapes qui sont indispensables. Après, une fois que l'ouvrage est réalisé, c'est hyper important. Il y a une étape clé aussi. C'est le suivi, la maintenance, le contrôle. Vous savez, lorsque vous avez une voiture, que vous l'achetez, même si elle est neuve, il y a quand même le contrôle technique qu'il faut faire au bout d'un certain temps. Il y a aussi les révisions que vous faites à chaque fois. C'est pareil pour les ouvrages de génie civil. Voilà, donc ça c'est des étapes clés indispensables qu'il faut respecter lorsque vous voulez garantir une qualité d'ouvrage, une durabilité et une pérennité dans le temps. J'espère que tout cela a été fait chez nous, hein, parce que j'ai entendu qu'il y a des documents qui peuvent faire des kilomètres si on les aligne. Donc, des choses comme ça chez nous où les gens aiment beaucoup la lecture. J'imagine vraiment qui a eu le courage de les lire et de les comprendre. Et puis, après l'exécution, de venir encore les lire pour dire que oui, ça a été bien conforme à ce qui a été réalisé. Si les documents techniques font combien de kilomètres,
c'est que ça doit être compliqué pour ceux qui vont être là. Surtout, on sait que c'est des gars qui sont très bien diplômés, ils ont bien fait leurs études et tout ça là. Donc, on espère qu'ils sont à la hauteur. Ça nécessite de mettre les ressources. C'est hyper important. Et chez nous, malheureusement, quand il faut mettre des ressources, c'est qu'il faut payer. Sauf que eux, ils ne veulent pas payer pour le travail. Ils préfèrent embaucher l'argent, dire que voilà, ça a été fait. Hein. C'est pour ça que les routes qui sont généralement réalisées ne durent pas. Parce que tout l'argent qui est censé être investi, il y a une grande partie. Tu te souviens du scandale au ministère des Travaux publics où ils ont fait sortir des audios dans Espace FM où le ministre, ses directeurs généraux et tout le monde se partageaient les chantiers. Chacun prenait l'argent et cherchait une entreprise quelque part dans le quartier pour venir faire un tronçon. Et puis le travail n'était pas fait. Oui, c'est ça. Ils prenaient l'argent. Ça ne respecte pas les normes, ça ne respecte pas les règles de l'art. On pourrait penser que ce genre de projet génère automatiquement des opportunités pour des jeunes qualifiés comme toi, par exemple. Surtout, particulièrement toi. Quand on va aujourd'hui ton profil et ton expérience, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait encore en France? Tu vois, malheureusement, le constat est alarmant. On se rend compte que je ne sais pas c'est quoi le problème, mais en tout cas, c'est difficile pour des jeunes justement comme toi d'intégrer le système et de partir se positionner en faveur de l'État justement dans la réalisation de ce genre de projet. Selon toi, pourquoi les boursiers ont du mal à revenir, mais surtout, en général, pourquoi les jeunes talents ont du mal à pénétrer le système pour venir avoir un impact? Oui, c'est une très belle question. Bon, je pense que la plupart de mes prédécesseurs en ont parlé parce qu'en fait, en Guinée, je pense qu'il y a quelque chose qui nous manque. C'est le fait de créer une passerelle, d'accord, entre tous les lauréats, les boursiers qui quittent le pays, qui partent à l'étranger pour faire des grandes études, des études de renom dans les meilleures universités. Il n'y a pas de suivi après pour leur intégration. Et ça, c'est quelque chose qui nous manque. Et vous savez, lorsque vous prenez l'exemple sur quand même les grands pays, voilà, les grandes puissances, notamment si je prends l'exemple sur la Chine ou le Japon, ou même ailleurs, vous pouvez voir que le pays, en fait, sait que le potentiel le plus important, c'est l'humain. Et que lorsque cet humain-là a cette possibilité d'aller chercher le savoir qui est quand même la clé de voûte de tout développement, en fait, après, ils font tout leur possible pour les faire revenir dans le pays et les faciliter, en fait, l'intégration. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui nous manque en Guinée. Après, peut-être que les choses sont en train de s'améliorer, les choses sont en train de bouger, parce qu'avec le projet Simandou, notamment 2040 aussi, avec le volet Simandou Academy, on voit qu'il y a quelques améliorations qui commencent à se faire. Mais il y a cette passerelle-là, en fait, qui n'existe pas. Bon, maintenant ça commence à évoluer et tout ça, mais disons que en termes d'opportunités, d'offres et tout ça là, notamment pour un tel méga projet, personnellement je sais que ça crée de l'emploi. Voilà, parce que ça fait partie des objectifs même du projet, ça crée de l'emploi. Après, je ne dirais pas que c'est à la hauteur du méga projet, parce que je n'ai pas les statistiques, mais je sais que ça crée de l'emploi. Et je vois très souvent des opportunités, des possibilités, notamment avec ACGP. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'administration et contrôle des grands projets, où il y a quelques opportunités, notamment, voilà, que je vois sur LinkedIn et tout ça là, quoi. Mais après, ça, c'est des opportunités que je vois, mais qui ne répondent pas forcément à mon profil. Voilà, donc, mais je vois qu'il y a des offres notamment sur... parce qu'il y a des postes, par exemple, c'est des postes de surveillant travaux. C'est-à-dire que vous êtes un peu un référent sur un site de construction et vous vous assurez un peu de la conformité des ouvrages qui sont réalisés. Mais pourquoi tu n'as pas essayé, par exemple, d'envoyer ton CV justement à ce service-là et de décrire un peu s'il y a des besoins qui seront... qui conviendra à ton profil? Oui, je vais y penser. D'accord. Alors, tu as parlé et tu as insisté sur justement Simandou Academy. À ton avis, quelles sont les réformes qui doivent être réalisées aujourd'hui dans le système éducatif guinéen pour finalement faire correspondre les ambitions du pays à la formation des jeunes? C'est une très belle question. Et lorsqu'on parle de système éducatif, on parle du capital humain.
Voilà, on parle donc, de la jeunesse, on parle donc des élèves, on parle des étudiants, on parle des chercheurs. Et justement, à mon avis, je pense que dès qu'on parle de l'éducation, il ne faut absolument pas faire appel à des discours ou à une forme de matamore. Voilà, donc il faut du concret. Il faut des réformes vraiment qui sont pragmatiques, des réformes qui sont solides, qui permettent de venir renforcer, dynamiser le système éducatif. En fait, loin des discours, voilà, sortir vraiment de l'omerta et essayer de mettre en place des dispositifs qui fonctionnent, comme tu as su bien le constater au Maroc, en France aussi, même si voilà, vous êtes venu directement dans les milieux professionnels, mais à travers les amis que vous avez côtoyés, qui sont dans les établissements, dans les écoles françaises, vous vous rendez compte qu'il y a du concret à faire, et justement, moi, à mon avis, et je pense qu'il y a 3 niveaux sur lesquels il faut agir. Et le premier niveau, ça concerne déjà les enseignants. Donc les enseignants, en fait, je peux dire que sont les anges gardiens du savoir. C'est eux qui transmettent le savoir de génération en génération. Sans eux, on serait dans l'obscurité. Et le savoir, c'est la lumière, c'est la boussole. C'est le savoir qui permet à un pays de se positionner, de pouvoir se développer. On ne peut pas parler de développement politico-économique, on ne peut pas parler de développement socio-économique s'il n'y a pas le savoir, s'il n'y a pas l'éducation. Donc, raison pour laquelle les enseignants, il faut les mettre dans des conditions confortables. Il faut les donner les moyens qu'il faut, les équipements qu'il faut. Il faut les donner envie d'aller enseigner. En fait, si les enseignants ne sont pas dans des conditions de devoir faire un autre travail à côté, donc ils vont moins s'investir pour mieux transmettre leur savoir. Donc le savoir ne sera pas transmis à 100%. Raison pour laquelle je pense que c'est le premier maillon sur lequel il faut jouer. Les enseignants, personnellement, je vous l'ai dit, l'enseignant qui a enseigné à un médecin, vous vous retrouvez que cet enseignant est moins payé que le médecin. Il n'y a pas quelque chose de paradoxal. Je pense que si l'enseignant qui a enseigné l'ingénieur, qui l'a formé, se retrouve moins payé que l'ingénieur, il y a des questions à se poser. Je pense que les enseignants, il faut vraiment les mettre dans des conditions. La documentation, les moyens informatiques, les bureaux, il faut qu'ils soient équipés. Il faut qu'en fait, qu'il n'ait en fait rien à envier aux autres. Et dès lors que cela est fait, vous allez voir qu'ils vont se donner à 200%. Ils vont s'investir. Ils vont donner le maximum de leur savoir. Ils vont chercher même au-delà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les élèves, les étudiants. Il faut agir à ce niveau aussi. Il faudrait que tout enfant, quelle que soit votre origine, que vous soyez dans la capitale ou dans un village, dans un district, en sous-préfecture, préfecture, que tous les enfants aient tous les mêmes chances d'accéder à l'éducation. Et ça, c'est hyper important. Je ne le dis pas juste sous forme de discours, non. Ça doit être du concret. Quand je dis du concret, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas admettre que les meilleures écoles, les meilleures universités sont que à Conakry. Et que dans le village, ils ont juste une petite salle de classe. C'est inacceptable, c'est inconcevable. Parce que ça ne va pas donner envie à cet enfant-là d'aller étudier. Que l'école soit au village ou en préfecture, sous-préfecture, il faut les mêmes infrastructures. Je ne dis pas de construire des salles de classe de 200 élèves s'il n'y a qu'une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine, mais il faut l'adapter. Mais il faut que l'ensemble des équipements qu'on trouve dans la capitale, qu'on les trouve aussi au village. Tout le monde avec les mêmes sens. Vous savez, lorsqu'on parle de travail, justice, solidarité, lorsqu'on parle de justice, cette justice-là doit s'appliquer à tous les niveaux. Donc ces enfants, il faut leur donner les moyens nécessaires. En fait, aucune famille ne doit souffrir, ne doit voir ses enfants ne pas pouvoir aller à l'école avec les moyens nécessaires. C'est à l'État de prendre cela en charge. La documentation, les fournitures scolaires, tout ça, l'État doit mettre le paquet. Parce qu'en fait, je vous le répète, c'est le capital humain et c'est le trésor inépuisable. C'est le meilleur investissement. Lorsqu'on investit sur l'humain, on investit sur la meilleure ressource. Et donc, premier niveau, les enseignants. Deuxième niveau, c'est les élèves, les étudiants. Il faut leur donner les moyens nécessaires. Tout le monde avec les mêmes sens. L'équité. Voilà. Ça, c'est hyper important. Donc, vous allez voir qu'après, qu'est-ce qui va se passer? On ne vous demande rien du tout, on vous demande d'étudier. Donc là, vous allez voir qu'il y a des talents qui vont se dévoiler. Il y a pas mal d'exemples que vous avez donnés.
des gens qui se retrouvent parfois perdre leur bourse parce que tout simplement les parents n'avaient pas les moyens, ou des enfants par exemple qui étaient dans un village ou dans un district sous-préfecture, ils n'ont pas pu bénéficier des mêmes sens que ceux qui sont en Conakry, ils n'ont pas eu de bourse par exemple. Alors que tu vas voir que techniquement, d'un point de vue compétence, c'est incomparable. Vous savez, lorsque je vous donne l'histoire sur moi-même, sur mon cas, mon exemple, j'étais à Zéro-Cré, au BPC, j'étais le premier de toute la région forestière, et suite à ce résultat, qui était un exploit, en fait, qui était un déclic que j'ai eu lorsque j'étais en CE, en 5e année, donc communément appelé 8e année en Guinée. Or, nous avions un ancien qui était en 10e, qui était premier de toute la région forestière. Je me suis dit, mais si lui, il l'a fait, on est dans la même école, les mêmes professeurs, on suit les mêmes cours, moi aussi je peux y arriver. Et là, j'ai mis les bouchées doubles. J'ai commencé à viser plus loin, plus haut. Et au brevet, je me suis positionné premier de toute la région forestière. Et c'est un souvenir que je ne vais jamais oublier parce que à l'époque, nous avons pu bénéficier en fait de satisfecit, des tableaux d'honneur et des cadeaux qui venaient du ministère de l'Éducation. Et donc, du coup, suite à ce brevet-là, il y a beaucoup de mes anciens qui me disaient il faut monter à la capitale, monte à Conakry. Quand tu pars à Conakry, tu auras toutes les chances d'être un boursier. Je me suis dit non. Pourquoi monter à Conakry pour être un boursier alors que si je reste à Zéro-Cré, je vais donner cet espoir. Je vais redonner une image à la région forestière pour les montrer que même en étant depuis la forêt, il y a la possibilité de taper fort et d'être un boursier avec tous les mérites qu'il faut. Et justement, c'est ce que j'ai fait, malgré que j'étais une sorte de parangon à Zéro-Cré après le brevet, en étant modèle, en étant avec l'humilité et les pieds sur terre. Donc, je reste là, je travaille dur, je cherche avec les meilleurs professeurs, les meilleurs enseignants qu'on pouvait avoir, les meilleures documentations. Et au bac, comme vous l'avez bien souligné, il y a l'exploit qui était là. Voilà, donc j'ai réussi donc, à me classer deuxième de la République. Et juste après, vous avez vu qu'en fait, ça a donné du dynamisme à la forêt. Depuis que j'ai quitté la forêt, je suis parti en classe prépa au Maroc, après en France, il y a pas mal de nouveaux boursiers qui commencent maintenant à arriver. Je me souviens, je crois que c'était l'année surpassée, il y a le premier de la République sciences mathématiques qui venait de là. Exactement. Donc du coup, ça redonnait quand même l'espoir pour montrer à la jeunesse que c'est possible. Il n'y a pas forcément besoin d'aller à Conakry pour être major au bac. Donc ça c'est le deuxième niveau. Premier niveau les enseignants, deuxième niveau donc les élèves. Et le troisième niveau, c'est les équipements et les infrastructures. Vous savez, lorsque je partais au Maroc, je vois les universités, vous avez l'impression que vous êtes dans un palais. Vous avez les tapis rouges partout, les salles de classe, les amphithéâtres, les salles de TP, les laboratoires. Mais c'est impressionnant. Pourquoi nous, on ne pourrait pas avoir ça? Donc, il faut des équipements, des infrastructures, des structures adaptées, modernes. Voilà, donc lorsque ces trois niveaux sont réunis, l'éducation peut être donc à l'image un peu de ce qui se passe partout dans le monde, dans les pays les plus développés, et la Guinée donc pourra donc utiliser donc ce capital humain, le valoriser, le mettre en avant, et aussi espérer sortir des ornières, du carcan du sous-développement, parce qu'on a misé donc sur la ressource qui est inépuisable. Voilà. Tu sais, moi j'ai fait le brevet en 2010. Lorsque j'ai fait le brevet, de la 7e année jusqu'à 10e année, je n'ai jamais eu de prof de physique, je n'avais pas de prof de biologie, je n'avais pas de prof de géographie. Ouais. Alors, il y a un jeune en fait dans notre village qu'on appelait M. Sidik. M. Sidik, il n'était pas fonctionnaire de l'État, mais il venait toujours en tant que contractuel pour nous donner des cours. Donc, c'est lui qui nous donnait des cours de biologie et des cours de géographie. Sauf que pour la physique, il ne pouvait pas. Ouais. Et donc, c'est mon prof et on n'avait pas de prof de mathématiques. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un prof de mathématiques lorsqu'on était en 7e année, mais passage en 8e année, notre principal qui nous donnait les profs de physique est décédé et le prof de mathématiques avait été muté, mais il n'a pas été remplacé. D'accord. Donc, de la 8e année maintenant jusqu'en 10e année, il n'y avait pas de prof de mathématiques, pas de prof de physique, pas de prof de biologie. Ouais. Même si on suivait quand même un peu de biologie avec ce jeune-là, il n'y avait pas non plus de prof de... comment on appelle ça? J'avais parlé de biologie. Biologie, oui. Biologie, physique et géographie. Voilà, géographie. Donc, et
je peux te dire concrètement, on avait 2 professeurs. Et les 2 professeurs, c'était un prof de français et un prof de chimie. Ouais, mais mon prof de chimie, là, c'est lui qui, moi, m'initiait en tout cas à tout ce qui est mathématiques, tout ce qui est physique. Et j'ai été premier de mon centre, mais sur le plan régional, je me suis retrouvé 71e. Ouais. Parce que le sujet même des mathématiques, je ne comprenais pas ce que ça demandait. La chimie est venue, j'ai fini à peine en 30 minutes, j'avais fini. Parce que j'ai suivi les cours de chimie. Donc j'arrive à Kindia où je disais que voilà, ça c'est proche de la capitale, je vais avoir les meilleurs professeurs qu'il faut. J'atterris au lycée 28 septembre. Tous ceux qui sont de Kindia vont savoir à quoi ressemble le lycée 28 septembre. C'est un lycée public. Imagine un nom symbolique qui est donné à un lycée. Tu t'attends alors à ce qu'il y ait de l'excellence. Bien sûr. Dans ce lycée, il n'y a même pas de latrine. Quand on est arrivé, on a passé 1 mois, on ne faisait pas de cours. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un collège, je crois, c'est le collège Tafouri, un truc comme ça. On partait suivre les cours là-bas dans l'après-midi quand les collégiens sortaient. D'accord. Donc, on a fait 1 mois d'abord de retard parce qu'ils étaient soi-disant en train de renouveler des parties de l'école. Il y avait les fenêtres qui étaient démembrées et il n'y avait pas de porte à certaines salles et tout. Donc, on arrive, on fait 1 mois de retard. 2e mois, on nous dit vous allez commencer des cours les soirs après les collégiens en attendant que les salles soient disponibles. Donc on fait un 2e mois. Et qu'est-ce qui se passe? On revient dans nos salles, il n'y a pas de prof de physique non plus. Donc tu t'imagines, moi qui étais orienté en sciences mathématiques, j'ai commencé à suivre les cours de physique lorsque je suis parti à l'école privée à Stéphane Emmaüs de Kindia en 2012, donc en 12e année. D'accord, du coup ça dit que la 11e année a été ratée. La 11e année, du collège jusqu'à la 11e année, je n'ai pas suivi les cours de physique. Je ne savais même pas exactement, j'entendais parler de physique, mais je n'avais jamais traité un exercice de physique avec un professeur habilité. Donc, tu t'imagines, si je n'avais jamais quitté mon village, j'étais parti par exemple à Kouroussa, je me retrouvais dans la même situation. Si à un moment donné, mon frère n'avait pas pu me mettre à l'école privée, j'allais passer tout le lycée sans avoir suivi les cours de physique et je n'allais probablement pas être là aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'en Guinée, si tu n'as pas les moyens d'être dans les grandes écoles et surtout dans les écoles privées, c'est mort pour toi. Et ça, c'est malheureux. C'est injuste. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis parce que aujourd'hui, les enfants de mon village sont dans cette même situation. Il n'y a pas de salle de classe. Tout est totalement à l'abandon. Quand tu vois les salles de classe, tu auras toi-même peur de rentrer parce que tu vas te dire que ça va tomber. Nous, quand on a fait la 6e année, il y avait des bâtiments qui datent de l'époque de Sékou Touré. C'est vraiment des bâtiments qui étaient très solides. Sauf qu'avec le temps, tu vois qu'il y a le truc qui peut tomber à tout moment. Il est suspendu en haut là-bas comme ça. Donc je suis sûr qu'aujourd'hui les enfants ne peuvent pas étudier là-bas. Sauf que ça n'a pas été démoli pour être remplacé. Il n'y a pas eu de... Tu vois, donc c'est la catastrophe. Mais justement, la raison pour laquelle il faut profiter avec des méga projets comme ça pour essayer aussi de revoir un peu l'ensemble de ces équipements, donc notamment le 3e point que j'ai parlé là, donc les équipements et les infrastructures. Et vous savez, il y a un point essentiel aussi qu'il faut noter, c'est que lorsqu'on parle du projet de Simandou 2040 qui aborde, disons, ou qui se base sur un minerai de la Guinée, donc qui est le fer, faut pas se tromper aussi de vue. Il faut aussi avoir un peu de recul, c'est dire que la Guinée, qui est quand même le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, le scandale géologique de l'Afrique de l'Ouest, donc un trésor géologique, ne possède pas que le fer. On possède l'or, on possède le diamant, on possède l'uranium, on possède la bauxite. Raison pour laquelle un tel méga projet doit se refléter aussi sur les autres minéraux, donc notamment sur l'or, le diamant et tout ça. Donc faire en sorte que des méga projets comme ça, il y en ait plusieurs et qu'on les mène de front. Comme ça, ça permet vraiment à la Guinée de sortir des ornières, donc du carcan de sous-développement et aller vers l'émergence. Et je pense que c'est ça qu'il faut. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur le projet de Simandou de 2040. Il nous faut aussi d'autres projets sur les autres minéraux que nous avons. Parce que la Guinée, quand même, est un scandale géologique. Et c'est triste et déplorable de voir qu'il y a, comme votre cas, des enfants qui n'ont pas bénéficié de cours pendant 3 ans. Vous vous rendez compte? Presque tout le collège, ils n'ont pas eu des profs de mathématiques ou des profs de physique. C'est inacceptable, c'est inconcevable. En fait, c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut agir sur les 3 niveaux. Il faut agir sur les enseignants, sur les élèves, mais aussi sur les équipements et les infrastructures.
Et surtout, je le répète, loin de tout discours matamor, il faut du concret. Du concret. On ne veut pas de grands discours. C'est des réformes qui sont pratiques, pragmatiques et tangibles. Et dès qu'on agit, on va voir les résultats tout de suite. Et le meilleur investissement, je le répète encore, c'est sur le capital humain. C'est la ressource inépuisable. C'est l'humain. Et l'humain, il faut le donner quoi? Il faut le donner le savoir. En tout cas, j'avais signalé la même chose avec Sekouba Touré ici. J'ai dit que à cause de Simandou 2040, oui, on risque de favoriser le détournement des fonds en Guinée. Parce que les autres minerais, on est en train de nous endormir au point où on oublie même qu'il y a la Guinée, justement. Et le scandale géologique de l'Afrique de l'Ouest. Exactement. Il y a la bauxite qui était là déjà. On ne parlait même pas de fer. Et tout à coup, on oublie la bauxite. Maintenant, où va partir l'argent qui sera généré par ça? Exactement. Les gens peuvent détourner ça facilement. Oui, mais tu vois, donc, il faut des méga projets pour ces minéraux aussi. En fait, les ambitions affichées du projet du Simandou 2040 sont salutaires. Je ne vais pas le répéter encore, parce que ça aborde quand même beaucoup d'aspects, l'investissement, le tourisme, la culture, avec beaucoup d'axes, la santé, bien-être, l'éducation, l'agriculture, le commerce, les infrastructures, tout ça. Il faut refléter ça sur les autres minéraux. Donc ça veut dire que s'il y avait des contrats actuellement qui étaient en cours pour l'or, la bauxite, l'uranium ou autres, il faut les revoir. Faire en sorte que nous ayons des méga projets, on investit massivement, et on verra honnêtement que le changement va avoir lieu, et du changement concret. Tu es l'auteur de ces deux ouvrages. Il y a livre de 500 citations, chacun y trouvera son goût. Et puis il y a celui-là, Réussir ses études, vision d'un lauréat. Déjà quand je vois ça, j'ai l'impression que quelque part tu essaies de donner quelque chose. Au-delà même de ce que tu peux apporter aujourd'hui en tant qu'expert, ça pour moi c'est quelque chose de très important. Parce que pour tous les jeunes aujourd'hui guinéens, je ne vais même pas parler de ceux qui sont candidats maintenant là, mais ceux qui sont aujourd'hui en 11e année, 12e année, peu importe le pays finalement, peuvent utiliser ça et apprendre de ça pour justement essayer d'être demain à ta place. Donc pas forcément concrètement, mais ils peuvent aussi être des grandes personnes et réaliser leurs rêves comme toi. C'est dans ce sens-là, je dis être à ta place. Donc la première question, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à écrire les 500 citations? Parce que je me dis que ça, je peux même justifier ça. Mais les 500 citations, par exemple, étant donné qu'aujourd'hui, les gens aiment chercher tout sur l'IA et des choses comme ça, c'est facile pour eux de trouver, demander à l'IA de leur donner des citations. Mais qu'est-ce qui, toi, t'a poussé, t'a motivé à écrire un livre sur des citations? Disons que j'ai une très grande prédilection pour les citations. Je suis un très grand amateur. Et en fait, les 500 citations, c'est un peu mon parcours de vie, en fait. C'est que depuis que je suis à l'université, je pouvais avoir des moments d'inspiration, des moments de méditation. On peut avoir, un entretien, des échanges, et derrière ça, je tire une leçon. Et cette leçon-là, donc, j'essaie de l'immortaliser à travers un écrit. Et je l'écris avec la plus grande beauté, le style qu'il faut, pour que ça prenne forme d'une citation qui pousse à réfléchir et à méditer à d'autres personnes également. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire petit à petit. Je le consignais dans un petit endroit. Et à chaque fois, je mettais les numéros. Je voyais que ça augmentait, que ça s'est développé. Et c'est vraiment en fait multidimensionnel et multidirectionnel. Donc ça peut être dans le cas en classe préparatoire, ça peut être en cycle ingénieur, ça peut être dans le travail, dans les transports, ça peut être juste regarder une situation sociopolitique, et là je déduis une leçon. Ça peut être les incidents que le monde vit aujourd'hui, notamment les crises en Ukraine. Ça peut être aussi ce qu'on vit un peu en Palestine. Ça peut être aussi ce qui se vit en Groenland. Ça peut être un peu partout, même en Afrique, la malgouvernance. Ça peut être les maux de nos sociétés, ça peut être la pauvreté, la précarité. Vraiment, en fait, c'est multidimensionnel et multidirectionnel. Ça aborde tous les sujets. Ça peut être aussi de l'humour, ça peut être de l'art, la science. Ça peut être aussi sur la conquête de l'espace. Ça peut être aussi l'observation de la nature, les catastrophes naturelles et autres. Du coup, chaque chose, j'essaie de le formuler avec une citation. Donc, ce sont mes propres citations.
c'est pas un recueil de citations qui existe déjà, non, ce sont mes propres citations à travers une expérience. Donc je me reformule littérairement parlant avec quelques phrases, quelques mots pour lui donner du style, du sens, mais aussi parfois pousser un peu les gens à réfléchir. Ça peut être aussi des relations entre parents-enfants, ça peut être des relations de couple, ça peut être des relations avec ses enfants. Honnêtement, ça apporte toutes les dimensions de la vie. Donc, justement, c'est ça qui m'a poussé. Je me suis dit, et si je faisais un livre, que ce que moi-même j'ai noté pour moi, je le partage aux autres, ça peut aussi les être utile. Et ça qui m'a poussé donc à vouloir sortir ce livre, et aujourd'hui qui existe, qui a pu être publié depuis début janvier 2026. D'accord. Et d'où vient ta passion? Écrire un livre, c'est déjà un exploit phénoménal, donc bravo. Mais 2 livres en un espace restreint de temps, et quand on connaît tes occupations, tu t'imagines qu'aujourd'hui, j'ai des vidéos qui datent de 3 mois, que j'ai avec moi ici, que je n'ai pas encore eu le temps de monter. Tu vois, donc c'est compliqué. Et donc, je sais que ça demande beaucoup de temps de faire un projet à côté du boulot. Et toi particulièrement, quand je vois ton temps, moi au moins je maîtrise mon emploi du temps. Je sais que je ne travaille que de lundi jusqu'à vendredi et j'ai du télétravail. Donc ça fait, quand tu as du télétravail, à partir de 17h30, 18h, ça dépend de combien d'heures de travail tu as. Bah, tu es sur toi, donc si le boulot est fini, tu as tout le temps pour toi pour la soirée. Tu vois. Mais pour toi, c'est encore plus compliqué parce que tu as des déplacements parfois pour être sur les chantiers et tout. Donc, comment tu développes la passion pour l'écriture au point où, malgré tout ça, tu arrives quand même à sortir des livres comme ça jusqu'à 2? En réalité, ça me vient d'un premier déclic que j'ai eu lorsque j'étais au Sénégal encore, à l'école primaire, notamment en CE2, où j'ai eu un coup de foudre pour la lecture. En fait, au tout début, j'avais des difficultés pour la lecture, mais subitement, je savais lire et comprendre. Et donc, ça m'a poussé à vouloir tout lire, lire tout ce qui me tombe entre les mains, lire mes documents, mes manuels scolaires, les panneaux publicitaires, les sous-titres à la télévision et tout ça. Et après, disons que plus loin, j'avais aussi un professeur de chimie pour qui j'ai beaucoup de respect, M. Karifa Doumbia, qui m'avait passé une information, une phrase simple que j'ai retenue. Et d'ailleurs, je parle de lui dans mon livre aussi, parce qu'il me disait, Karamoko, il y a 2 choses qui sont incompatibles. Vous ne pouvez pas être un expert scientifique et avoir des lacunes dans les matières littéraires. Il a tout résumé. C'est incompatible. Vous pouvez avoir 20 sur 20 en mathématiques, en physique, en chimie, mais si en français, en philosophie, en économie, vous n'avez pas la moyenne, c'est incompatible, c'est pas explicable. Elle avait évoqué un peu le fait qu'elle avait eu quelques problèmes, notamment en français, où elle avait une mauvaise note et le Maroc voulait le bloquer un peu parce que c'était incompatible. Mais c'est vrai, c'est la logique. On ne peut pas être boursier et en français on a 0 ou 0,2 ou 0,3. Non, c'est pas possible. Parce que les mathématiques, les physiques, les chimies, les sciences exactes, c'est de la littérature avant tout. Absolument. Donc on exprime les formules mathématiques à travers des phrases et ces phrases, nous on les interprète à travers des formules mathématiques. L'informatique c'est pareil. Voilà, donc du coup, lorsqu'il m'avait dit ça, ça m'avait poussé aussi à accorder beaucoup plus d'importance à la littérature, donc en matière littéraire. Donc je lisais des romans, je pouvais lire des brochures. J'avais aussi des anciens qui étaient très très forts dans les matières littéraires, comme Salou Diakité, Tamba François Koundounou, je pense que c'est des gens que vous connaissez, avec qui je me rapprochais beaucoup pour avoir des informations, avoir des documents, profiter aussi de leur savoir. J'en parle dans le livre en fait, parce que pour moi le savoir, c'est le trésor qu'il faut chercher. Il faut le chercher par tous les moyens. Du coup, je n'allais pas directement, uniquement vers des anciens ou des professeurs que dans les domaines scientifiques, mais j'allais aussi vers des professeurs, des grands, des anciens qui étaient aussi dans les domaines littéraires, pour profiter aussi de leur savoir. Et c'est comme ça qu'on peut être polyvalent, multidisciplinaire et avoir des compétences un peu partout. Et justement, l'autre point qui est important, c'est que j'ai une grande admiration pour ces hommes littéraires, parce que tout simplement, à travers le style qu'ils ont, leur manière de magnifier le verbe, les mots, de jouer avec les mots, les phrases et tout ça, ça me donne de la joie, ça m'enchante en fait. Et je me vois en eux aussi, raison pour laquelle, vous pouvez le constater, j'ai toujours aimé en fait les matières littéraires aussi, malgré que je me suis orienté vers le domaine scientifique.
Tu sais, derrière mes cahiers de mathématiques, j'avais toujours une affirmation d'un grand scientifique. Je faisais ça jusqu'à pratiquement en terminale. J'écrivais sur un bout de papier une affirmation célèbre, je collais ça. Je suis un grand admirateur aussi de ça, des petits poèmes, j'en faisais beaucoup. Je me souviens qu'au lycée, les amis m'envoyaient souvent des crédits. Il y a une amie en particulier qui m'envoyait beaucoup de crédits souvent pour que j'écrive des petits textes là comme ça pour dire par exemple il y a 3 choses à respecter dans la vie, 3 choses à aimer dans la vie, tu vois, des petits trucs comme ça que j'envoyais souvent et ils aimaient se partager ça entre eux. Donc oui, je suis d'accord avec toi et j'ai remarqué que très souvent quand quelqu'un est très bien en mathématiques, c'est que la personne est très bien aussi en français. Il y a François par exemple qui est boursier aujourd'hui à l'ENSIAS au Maroc, c'est un jeune Guinéen qui a remporté le trophée de l'éloquence à plusieurs reprises, à la fois de l'ASEGIM mais aussi de la Sésame. Tu vois, quelqu'un qui a fait les sciences mathématiques remporte le trophée pour les débats de l'art oratoire. C'est dire combien de fois et débat. C'est dire combien de fois finalement les gens se trompent quand ils pensent que quand on est en sciences mathématiques, on s'en fout un peu. Non, tu ne peux pas être un bon leader, un bon chef de projet si tu es incapable de communiquer. Tu vois. Donc je sais que ce n'est pas à toi que je vais apprendre ça. À chaque fois que je me suis déplacé dans une mission, j'ai compris que la meilleure compétence que j'ai, ce n'est pas technique. C'est ma capacité à rassurer le client. Parfois, il y a un bug quelque part. Le client découvre. Sur le coup, comment tu fais pour ne pas que le client s'affole? Il y a un incident qui arrive tout de suite, ce n'était pas prévu. Comment tu fais pour rassurer ton client et faire en sorte qu'il ne pense pas que c'est la fin du monde pour lui? Tu vois? Ça, c'est plus important que ta compétence technique. Et s'il y a des jeunes qui écoutent ça, il faut qu'ils comprennent que développer en tant que quelqu'un qui s'oriente dans des matières scientifiques, peu importe le domaine que tu choisis, si tu ne développes pas ta capacité à communiquer, non seulement tu ne pourras pas gérer des projets d'envergure, mais en plus de ça, tu ne pourras pas être amené à gérer des équipes. Ça, c'est impossible. Gérer des équipes, ça appelle à des compétences qui ne sont pas techniques. Des compétences à transmettre, savoir transmettre avec efficacité et surtout savoir attirer l'attention et surtout être capable de maîtriser les émotions des autres. Je dis ça parce que, par exemple, il y a quelqu'un de mon expérience passée qui était très difficile à gérer. Il avait beaucoup de lacunes. Et le problème, c'est qu'il avait du mal à ce que je reconnaisse qu'il a des lacunes. Pourtant, c'était visible pour tout le monde. Et plus il se recroquevillait sur lui-même et il refusait d'admettre qu'il a des problèmes, et plus ça se voyait. Parce que finalement, il n'arrivait pas à s'en sortir. C'est un projet annuel, hein, donc des tests avec les clients bancaires. Et si toi, tu es avec des clients, tu n'arrives pas à passer correctement tes tests parce que tu n'arrives pas à les valider correctement, ou tu les valides sans respecter les consignes des tests, tu n'as pas envie que les gens sachent. Mais ça va se savoir. Parce que moi, je passe pour contrôler. Si je passe pour contrôler, il faut que je te dise que c'est pas bon. Et si je te dis que c'est pas bon, tout le monde saura que c'est pas bon. Est-ce que tu vois? Donc ça, c'est des difficultés souvent qu'on rencontre avec souvent des gens qui ont du mal. Parce que si tu as du mal à communiquer et tu es incompétent, ça fait 2 problèmes que tu as. Si tu es incompétent mais tu sais communiquer, tu peux facilement demander de l'information sans te ridiculiser. Donc, il faut savoir que l'information, savoir communiquer, c'est vraiment la base même pour un scientifique. Et je pense que même les Albert Einstein, leur grande capacité, c'était pas forcément que technique. Faire des calculs. C'est que les gens ne comprennent pas ça, que c'était des philosophes. Tu vois, les mathématiciens, en fin de compte, c'est des philosophes parce que les mathématiques, c'est la logique. C'est vrai. Quand tu dépasses les numériques, là, comme ça, petite calculatrice, ça disparaît. Hein? C'est vrai. Donc, en classe prépa, tu es mieux placé pour le savoir. Il n'y a pas de calculatrice. Tout est raisonnement logique, corollaire, des choses comme ça, tu vois. Donc, il n'y a pas de calculatrice que tu vas utiliser. Donc, je suis d'accord avec toi. Hein. Juste par rapport à ça, je vais rajouter 2 mots. En fait, pareil aussi, lorsque j'étais au Maroc pendant mes 2 années de classe préparatoire, la SEGIM avait organisé aussi un concours, notamment de poèmes que j'avais remporté aussi. C'était aussi un très bon moment qui s'était passé. On m'assimilait un peu même à Ahmed Sékou Touré en termes d'éloquence ou de discours. Et aussi, juste pour rebondir sur Albert Einstein, il y a une de ces citations que j'aime bien qui disait que le savoir s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. Absolument.
moi je dis toujours que j'apprends quand je pratique. Oui, même si je sais que je maîtrise quelque chose, l'expérience. tant que je n'ai pas pratiqué, je ne suis pas rassuré. Effectivement. Tu vois. Ouais. Et parfois, et je disais ça justement à ma soeur, on a communiqué avant-hier. Elle m'a dit que leur prof veut les programmer parce qu'elle fait le bac cette année, les programmer pour les dimanches. Je dis, donc, toute la semaine, vous partez à l'école. On est d'accord? Donc, vous partez de 8h jusqu'à 18h. Tu as combien de temps pour toi à la maison pour revenir sur les choses que vous avez faites à l'école? Bien sûr. C'est très très peu. Le dimanche, tu es censé faire le linge et essayer de te reposer et ensuite éventuellement travailler. Si tu n'as pas ça aussi, à quel moment ton cerveau assimile ce qui est appris et à quel moment toi-même tu fais tes propres erreurs à la maison. Tant que tu n'as pas fait tes erreurs à la maison, tu ne peux pas assimiler bien les cours. Tu vois, donc c'est toi-même qui dois pratiquer. Les profs peuvent faire ce qu'ils peuvent faire, mais ça ne te permet pas d'assimiler toi. Effectivement. Voilà, tu te sers de ce que les profs t'ont appris pour essayer toi-même de finaliser à la maison. Si tu n'as pas de temps pour ça, c'est que tu es mal barré. Oui. Tu vois, donc ça se résume parfaitement. Et justement, c'est un sujet qui est abordé dans mon livre parce que en fait, je traite les 3 volets. De toute façon, ça parle un peu de tout. De toute façon, je pense qu'on aura l'occasion peut-être de venir de l'école primaire jusqu'à l'université, y compris le stage, les milieux professionnels. Et justement, il y a un chapitre qui est dédié au bac. Et dans la partie organisation, il y a ce qu'on appelle la partie avant les cours, pendant les cours et après les cours. Et là, ce que vous lui donnez comme conseil, ça rentre dans la partie après les cours. Le week-end doit vous appartenir. Voilà. Après, vous pouvez vous organiser comme vous voulez, mais c'est hyper important d'avoir aussi du temps pour soi, pour assimiler les cours, réviser, faire ses propres résumés, mais aussi découvrir autre chose. Voilà. Il ne faut pas que tout vienne que des professeurs. Il faut aussi, vous-même, que vous faites des recherches et tout ça là, vous allez voir que vous allez beaucoup plus vite piger, mieux maîtriser les choses. Justement, la question suivante porte sur ça. Dans ce livre que tu appelles « Réussir ses études, vision d'un lauréat », quand je lis, rien qu'en lisant comme ça, je m'attends à trouver toutes les démarches que toi particulièrement, mais aussi à travers peut-être les discussions que tu as eues avec tes amis, en tout cas tout ce que tu as pu recenser comme démarche pour faciliter la réussite d'un lauréat par exemple, l'obtention d'une bourse d'études. Donc, toutes les informations et toutes les méthodologies qu'un candidat, depuis peut-être les classes inférieures, comme on va parler de 11e année, jusqu'en terminale, peut adapter comme comportement, comme attitude, comme méthode de travail finalement pour faciliter ou alors pour acquérir suffisamment en tout cas de sagesse et de connaissances pour se préparer au baccalauréat et avoir les meilleures chances pour avoir la bourse. Mais toi qui as produit ce livre-là, c'était quoi ton objectif et quelqu'un qui prend ce livre-là, quel est le résultat que la personne peut atteindre? Honnêtement, pour vous dire les choses clairement, c'est que le livre, j'y partage mon expérience, j'y partage des outils, j'y partage en fait des techniques, comment il faut s'organiser, c'est quoi l'importance de viser haut en matière d'études. Ne pas se limiter que avoir la moyenne ou avoir son bac. C'est un peu booster la jeunesse pour les dire il faut toujours incarner cette vision de viser l'excellence académique. Et quand je prends un peu mon parcours de l'école primaire en venant jusqu'au collège où j'ai été le premier de toute la région forestière de Zéro-Corée au bac, j'ai été donc le deuxième de la République, même si j'étais le premier de toute ma promotion 2014 en classe préparatoire où j'ai su m'imposer, voilà, pour être parmi les majors, en cycle ingénieur aussi, voilà, où ce travail qu'on a commencé, on l'a continué, voilà, pour aussi s'imposer, être parmi les majors. Ces outils, cette discipline de travail, je le résume, je le partage à travers ce livre. À la base, je n'ai pas attendu ce livre déjà pour commencer, voilà, à donner des conseils. Cela, on l'a commencé depuis belle lurette. Donc, vous-même, vous le savez, tu le sais bien, que dès que vous commencez à vous imposer à l'école, être premier ou autre, surtout au brevet quand même qui est régional, quand vous occupez une très grande place, tout de suite, vous devenez un peu une star. Il y a tout le monde qui veut venir vous demander conseil, savoir comment vous avez fait, comment vous avez réussi cet exploit. Et ça a commencé en fait depuis là. Mais en fait déjà, moi je donnais déjà des cours à mes amis
on faisait des révisions ensemble, je pouvais les épauler, les aider, depuis l'école primaire, le collège, le lycée, ainsi de suite. Et cette volonté de partage est vraiment innée à moi. Je ne suis pas quelqu'un qui aime garder le savoir pour lui-même. Tout ce que je sais, j'aime bien le partager, que ça puisse profiter aux autres. Et ça aussi, toujours le même professeur de chimie dont je vous parle, M. Karifa Doumbia, il m'avait confié une chose. Il me disait, Karamoko, il ne faut pas être égoïste. Il disait, lorsque tu partages ton savoir, tu acquiers en fait une compréhension double. Si tu as compris, en tant que tu ne l'as pas partagé, tu n'as pas su l'expliquer aux autres, restituer ce que tu as appris, c'est que tu n'as pas encore vraiment maîtrisé. Donc imaginez que vous apprenez le cours. Vous l'avez compris pour pouvoir l'expliquer. Quand vous l'expliquez, vous comprenez double. Après, quelle que soit la situation, vous êtes en capacité de le restituer. Donc vous l'avez vraiment assimilé. Donc raison pour laquelle le partage a toujours fait partie un peu de mon credo. Voilà, donc de vouloir partager, vouloir aider ceux qui sont dans les difficultés, qui ont des lacunes. Et honnêtement, ça a toujours porté ses fruits. Il y a des gens qui pouvaient connaître un exercice où ils ont une connaissance, mais qui le gardaient pour eux-mêmes, sans savoir peut-être que toi, tu le savais déjà. Et tu avais une autre technique. Si eux, ils te le partageaient, tu pouvais les montrer l'autre technique, du coup, ils gagnent deux techniques. Mais parfois, l'égoïsme fait que on se limite dans notre savoir. Alors que plus on est ouvert d'esprit, plus on partage, plus on gagne de l'expérience. On se développe, on se construit, on grandit, sans pour autant le savoir. Et moi, honnêtement, ça m'a toujours aidé. Et jusqu'à présent, c'est pareil. Même dans le milieu professionnel, j'ai des alternants, des stagiaires. J'ai une équipe d'ingénieurs avec moi, avec qui je partage mes techniques, comment j'ai fait l'organisation, la rigueur, la discipline, l'anticipation. On peut juste être en train de parler, je vous donne un conseil. Pour moi, j'ai rien fait, mais en réalité, ça a de l'impact. Je vous donne juste une anecdote. En fait, j'étais avec un alternant, on descendait l'escalier, mais il descendait l'escalier avec 2 appuis, c'est-à-dire que juste avec ses pieds. Je lui ai dit, attention, quand il descend l'escalier, il faut 3 appuis minimum. 3 appuis minimum. Comme ça, vous ne risquez pas de trébucher, de tomber. Et plus tard, lors de sa soutenance de rapport d'étonnement, il a dit que la sécurité fait partie des valeurs intrinsèques de l'entreprise. Je me rappelle que lorsqu'on descend l'escalier, il y a une notion de sécurité qu'il faut respecter, c'est d'avoir au minimum 3 appuis. Ça m'a vraiment touché. Je me suis dit, mais je l'ai dit ça juste de manière fortuite comme ça, et lui, il a dit ça lors de sa soutenance. J'ai dit, comme quoi en fait, les conseils qu'on donne, ça peut avoir de l'impact. Et honnêtement, quand je vous dis ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment touché. Je me dis, mais je lui ai dit juste un petit truc simple, une petite règle simple, une mesure de sécurité simple. Mais lui, derrière, ça l'a marqué. Et ça montre que il ne faut pas hésiter de partager au maximum qu'on peut, d'aider les autres. Et c'est ça qui m'a poussé en fait, au-delà de la page Facebook que j'avais déjà créée, Réussir ses études, où je partageais des outils, de la motivation, des conseils et tout, sur toutes les étapes un peu du milieu scolaire, de l'école primaire, en passant par le collège, le lycée, l'université et autres. J'ai dit peut-être que je peux rajouter un grain de sel en parlant de mon histoire que je ne peux pas exposer sur les réseaux sociaux, mais en le concrétisant, en le mettant dans un livre, détailler mes difficultés que j'ai eues, comment je les ai surmontées, ça peut avoir de l'impact. Je laisse, on peut dire, un trésor. Je laisse quelque chose de solide, de pratique, de pragmatique, qui peut donc servir à la génération d'aujourd'hui, mais aussi aux générations futures. Absolument. Je suis d'accord sur le fait qu'en partageant, en fait, tu apprends encore plus. Tu sais, j'ai remarqué une chose. Tous les amis que moi je connaissais, qui étaient très intelligents, mais étaient égoïstes, je n'en connais pas quelqu'un qui m'a marqué. Je n'en connais pas quelqu'un aujourd'hui qui est vraiment à un niveau où je peux dire que ah ouais, c'est grâce à ça. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, oui. J'ai remarqué qu'à chaque fois que j'ai vu quelqu'un qui était quand même sociable, ça ne demande pas forcément de l'intelligence extraordinaire, mais l'envie de partager, ça te permet en fait de développer même une relation sociale beaucoup plus importante que les autres. Le savoir seul ne suffit pas, parce qu'en partageant aussi tu reçois, tu vois. Il faut savoir que généralement les gens pensent que quand toi tu sais beaucoup,
tu ne peux pas recevoir. Mais non. Quelqu'un qui sait peu peut te donner aussi le peu qu'il sait là. Il se trouve que ça manquait dans ta bibliothèque. Oui. Il arrive très souvent comme ça. Tu discutes. Il y a des gens, moi j'ai remarqué quelque chose parce qu'il ne faut pas me voir. Moi je suis quelqu'un hyper social, peu importe ta timidité. Oui. Si on travaille dans le même environnement, je vais te faire parler. Oui. Parce que je dis ces blagues, tu ne peux pas y échapper, tu vois. Oui. Donc peu importe l'environnement, que ce soit stressant ou pas, moi je vais quand même avoir une certaine affinité avec tout le monde. Bien. Il arrive souvent que je découvre des personnalités que les autres trouvent timides, mais ces gens-là ont une telle sagesse, ils arrivent à communiquer, à parler, à s'ouvrir. Ils ont juste besoin que quelqu'un leur fasse suffisamment confiance pour ça. Et ça, ce sont des choses justement qui m'impactent beaucoup aussi. Et il faut savoir une deuxième chose, c'est qu'on voit souvent des gens sourire partout sur les réseaux sociaux, mais il y a des gens qui ont des problèmes. Bien sûr. Quand tu partages, pas forcément, on ne va même pas parler forcément du savoir, mais le fait de communiquer avec les gens, de leur faire comprendre qu'ils peuvent se confier à toi, que tu es digne de confiance, ça permet à beaucoup de personnes de s'ouvrir. Bien sûr, bien sûr. Moi, je ne vais pas donner d'exemple par rapport à ça, mais je sais que ce que je dis, c'est par expérience, tu vois. Donc, c'est des choses très intimes pour moi et je ne vais pas rentrer dedans, mais je sais que c'est par expérience. Il faut vraiment échanger avec des gens qu'on connaît et leur montrer qu'on est digne de confiance. Bien sûr. Après, vous savez, ce que vous dites, c'est hyper important. Et honnêtement, j'ai connu beaucoup de jeunes, beaucoup de générations, parce que voilà, on a fait quand même le bac en 2014, donc après ça, il y a pas mal de générations qui ont fait le bac, qui ont fait le brevet et tout, à qui on a donné des conseils, et ça les a vraiment transformés. Ils sont devenus aujourd'hui aussi des informaticiens, des ingénieurs, des trucs comme ça. Et quand ces gens-là, en fait, te parlent de leur réussite, parce qu'ils t'ont considéré comme un modèle, parce qu'ils ont appliqué tes conseils et tout, ça fait froid au cœur, ça fait plaisir de te dire, ah ouais, donc j'ai vraiment eu un impact positif. J'ai pu transformer la vie de quelques personnes. Et c'est ça qui est hyper important. Et justement, pour résumer aussi ce que vous dites, vous savez, il y a un grand philosophe avec toute la sagesse qui disait, et je pense que vous allez me rejoindre, je pense que c'est Socrate, qui disait que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et ça, beaucoup de scientifiques l'ont compris. Absolument. Et ils l'appliquent quotidiennement. Quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à un jeune Guinéen qui aspire à devenir comme toi? Je sais que ça déjà c'est suffisant, c'est largement suffisant, on peut dire que tu as fait ta part du boulot, mais pour quelqu'un qui tombe sur cette vidéo par exemple, quel serait ton message? Le message que je peux passer, c'est de dire que voilà, comme le disait Jacques Coeur, dans ce mantra, dans cette devise, c'est que nil volantibus arduum, à cœur vaillant, rien d'impossible. Il faut toujours viser haut, viser l'excellence. Il faut toujours bien faire ce que l'on fait. Toujours avoir l'envie de bien faire. Et ça, c'est vraiment en fait le moteur de l'essence même de toute réussite. Quel que soit ce que vous faites, quel que soit le domaine, le métier, tous les métiers sont importants. Voilà, ça, j'en parle même dans mon livre en fait, pour dire que chacun peut être le médecin dans son domaine, un expert de son domaine. Et tout le monde sera utile à la société, à la vie, au monde de façon générale. Donc la jeunesse, le seul truc que je peux leur dire, c'est d'avoir une ambition bien définie, intrinsèque, une organisation, de ne pas perdre de vue que le monde que nous vivons aujourd'hui peut vivre des fléaux. Il faut faire attention, notamment les réseaux sociaux. Il faut les utiliser à bon escient. Voilà, si c'est pour étudier, pour apprendre, pour se former, se cultiver, c'est très bien. Mais si c'est pour perdre son temps, s'exposer, vous gagnez rien du tout. Vous enrichissez les autres. Donc ça, c'est hyper important. L'autre conseil que je peux donner, c'est que rien n'est impossible. À cœur vaillant, rien n'est impossible. Voilà, si nous, on a réussi à être déboursés, on a juste travaillé, on s'est organisé, on avait des ambitions. Donc eux aussi, ils peuvent y arriver. Et il faut se donner les moyens d'y arriver. Raison pour laquelle je vais citer cette citation de Félix Leclerc qui disait « Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites. » Absolument. Ça, c'est très très fort. Et j'ai remarqué un truc, il y a un point commun entre les boursiers, c'est qu'il y a toujours une expression qui vient, c'est qu'il ne faut pas se mettre de limites. Oui. Et Dr Aïssatou Baïla Diallo, elle a dit ça. Elle a dit,
s'il y a un seul message que je peux passer aux jeunes filles, c'est qu'il ne faut pas se mettre des limites. Je ne me suis jamais mis de limites. Effectivement. Et à chaque fois que je me suis dit que c'est possible, c'est devenu possible. Bien sûr. Sékou Touré a dit qu'il a toujours compris qu'il était différent, il était intelligent. Oui. Mais ce qu'il a surtout compris, c'est que chacun de nous a un don. Oui. Et quand ce don-là, on l'a nourri, on essaie de l'approvisionner comme il faut, avec le travail, la discipline et tous les caractères qu'une personne qui veut réussir peut avoir, comme le courage, le travail acharné, mais surtout la discipline, Oui. tu peux réussir. Et tu as parlé de discipline ici aujourd'hui. Ça prouve finalement que sans la discipline et la rigueur, il n'y a pas de réussite. Et on a beaucoup d'exemples. Oui. À l'école primaire, je devenais difficilement premier. Oui. Malheureusement, les gars qui se classaient devant moi aujourd'hui, je n'en connais personne qui a même fini ses études. Oui. Donc, c'est pas comment tu commences ou bien c'est comme les joueurs finalement. Il y a des joueurs qui peuvent être explosifs, il y a des joueurs qui peuvent avoir un rythme. Ils sont pas les meilleurs, mais ils vont avoir une meilleure carrière que quelqu'un d'autre qui est explosif tout de suite. Bien sûr. Qui peut finalement tomber dans la facilité ou alors peut se blesser facilement parce qu'il n'est pas discipliné, il n'est pas rigoureux dans son travail. Bien sûr. Et voilà, donc oui. C'est très très fort et je pense que ça résume parfaitement tout ce qui a été dit. Et bien sûr, c'est la même chose que Miss Mathématiques qui est passée ici, Fatima Sidibé a dit aussi. Donc oui, c'est Doumbouya aussi, on a écouté son discours. Oui. Donc on va finir ici. Et je te laisse le dernier mot. Donc c'est quoi ton dernier mot pour clore l'émission? Mon dernier mot sera tout d'abord de vous remercier pour cette invitation, de vous remercier pour cette belle occasion, cette belle opportunité, mais aussi saluer honnêtement, sincèrement, chaleureusement le travail que vous faites. C'est un travail qui est remarquable, je ne vais pas manquer à le dire et à le redire. C'est un travail remarquable, c'est un travail notable, c'est un travail mémorable, c'est un travail salutaire, c'est un travail authentique. Parce que mettre en lumière la jeunesse africaine, la jeunesse guinéenne, les talents africains, les talents guinéens, c'est apporter aussi d'une manière ou autre votre pierre à l'édifice. Chacun, quel que soit, par les moyens de bord, peut apporter son grain de sel. Et comme j'aime le dire, je profite aussi de cette occasion pour remercier tous mes professeurs, remercier la famille, les parents, pour leur accompagnement, remercier les collègues de travail pour leur confiance, remercier vraiment tout ce qui tourne autour de moi, pour tout ce qu'ils ont pu faire pour moi, rendre hommage à nos professeurs qui se battent corps et âme pour ce savoir, pour ce capital humain dont on a parlé tout à l'heure, le capital le plus important, la ressource intarissable, inépuisable, sur lequel il faut miser, qui sans ça aucun développement n'est possible. Et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, ayant une très grande prédilection pour les citations, étant un grand amateur pour les citations, je vais clôturer avec celle de Antoine Saint-Exupéry qui disait « Être homme, c'est sentir en posant une pierre que l'on contribue à bâtir le monde. » Merci beaucoup. Pour ma part, je pense que c'est l'une des émissions qui m'a le plus marqué. Il y a aussi l'émission de Doumbouya. Toutes les émissions que j'ai passées j'ai l'impression que quelque part, tu sais, j'aimais beaucoup lire. Mais lorsque j'ai commencé ces choses-là, ça m'a apporté plus d'impact que la lecture. Parce que c'est des expériences, c'est du vécu. Oui. Tu vois. Et ça, pour moi, c'est très impactant. Le fait de découvrir finalement que je ne suis pas seul. Je croyais que mon parcours était extraordinaire, mais plus j'écoute des gens, plus je me sens trop petit, beaucoup trop petit à côté. Donc, franchement, aujourd'hui, encore une fois, on en a déjà discuté, on va continuer à discuter en caméra off. Bien sûr. Ton passage m'a beaucoup impacté et alhamdoulilah, et je pense que ça va pas s'arrêter à cette émission par la grâce de Dieu. Et je te remercie. Je te remercie beaucoup pour le temps. On a passé trop de temps sur ça. Je pense que c'est parce que aussi on a... Je vous ai accordé l'après-midi. Donc, merci beaucoup. Et je présente mes excuses à madame si je lui ai privé aujourd'hui du chef de famille, aux enfants et ainsi de suite. Ouais. Donc, bien sûr, l'émission va être disponible peut-être après le Ramadan. Parce que voilà, pendant le Ramadan, on va essayer de partager les émissions de Maxime Haba, que tu dois sûrement connaître. Ouais. C'est un ami, un très grand ami de notre promo. Il a été 5e de la République à notre époque. Aujourd'hui, c'est un grand docteur. Il est à Strasbourg ici, oui, je pense.
Donc, il y a aussi pour les Hiro Baldé, c'est de notre promo, tu ne dois pas forcément connaître. Il y a Emmanuel Farah qui est passé aussi. Donc, il y a pas mal d'émissions. Et puis, il y a pour notre doyen Keita, Muntaka Keita, l'entrepreneur. Oui, donc, il est passé. On n'a pas une vidéo de très grande qualité, mais on a l'audio et quelques vidéos qu'on peut combiner parce que c'était par appel à WhatsApp à un moment donné. Lui, il est trop pris, donc on a essayé d'utiliser comme on peut. Donc, merci tout de même. L'émission, quand ça sera disponible, bien sûr, tu seras au courant. Donc, merci beaucoup. Merci à toi aussi.